Donc mon nom c'est Luc Brèche, professeur agrégé à l'Université Laval, à la Faculté des Sciences et l'Administration. Donc je suis très heureux d'animer ce panel sur la gestion des ressources humaines, l'organisation du travail et les innovations sociales. Donc voilà, on va pouvoir discuter de nombreuses choses, de nouvelles formes de design, de télétravail. Voilà, je me disais, pour ceux qui ont des enfants là à la maison en ce moment, il y a vraiment un papier sur ça. Donc pareil, toutes les présentations sont intéressantes, mais celui-là je vais l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Donc peut-être quelques mots. Donc bienvenue à toutes les présentatrices. Je crois qu'on avait uniquement des présentatrices, si ma mémoire est correcte. Donc bienvenue à toutes les présentatrices. Bienvenue au public aussi. Donc je vais rappeler un petit peu. Donc c'est vrai que le format normalement c'était 5 minutes de présentation. Si j'ai bien compris, un petit peu à la chaîne en fait, suivi par des échanges. Moi, ce que je propose en fait, parce qu'il y a un système, alors je sais pas pour les gens qui sont dans le public, on peut voir les vidéos dans le service de vidéo à la demande du CRIS. Hein. On n'est pas Netflix, mais quasiment quoi. Donc il y a un service de vidéo à la demande et on pouvait voir les vidéos avant. Donc je sais pas si tout le monde a eu le temps vraiment de voir toutes les vidéos. Donc moi, ce que je propose donc les présentatrices sont prévues pour 5 minutes. Donc si vous avez prévu 5 minutes, c'est parfait. Mais si vous voulez dépasser un peu, franchement, je vous en tiendrai pas rigueur. Par contre, à partir de 10 minutes, là, j'interromprai de manière brutale la présentation et pour qu'on ait au moins au minimum 20 minutes d'échange. Et je pense qu'après, il y a la présentation, enfin, il y a plein de présentations intéressantes, mais notamment Nancy Fraser, qui est un peu notre influenceuse intellectuelle. Donc, on va essayer de terminer à l'heure pour voir cette présentation et peut-être les autres qui vous intéressent. Alors, juste pour annoncer les présentations, donc on va suivre. Je propose qu'on suive l'ordre qui était indiqué dans le programme. Je ferai quelques mots d'introduction pour les différentes présentatrices ensuite, mais donc je vais lire les titres des présentations qu'on a. Donc dans l'ordre, donc on aura notre première présentation par Mylène Pinard-Labbé et Valérie Méchaud qui s'appelle la permaculture comme approche de design appliquée à la co-construction de connaissances, exploration méthodologique à travers une recherche partenariale en GRH. Ensuite, on aura une deuxième présentation, alors aussi par Valérie Méchaud, mais qui cette fois est première autrice. Donc voilà, ça promet d'être très intéressant. Et par Myriam Saucier, que je connais. Ah bonjour Myriam, enchanté, je ne sais pas si on s'est déjà croisé. Et qui s'intitule La codirection, innovation sociale et mode féministe d'organisation porteur de justice sociale en économie sociale. Oh, pardon, j'ai moins lu, il y a un point d'interrogation. Donc ça se lirait plus exactement comme ça, la codirection. Innovation et mode féministe d'organisation porteur de justice sociale en économie sociale. Voilà, j'essaie de le lire avec toute la tonalité nécessaire. Ensuite, nous aurons notre présentation. Alors, je suppose qu'il sera en anglais par Eliane Ferreira dos Santos et Cristiana Domora Joao. Je m'excuse si par hasard j'ai prononcé votre prénom. So sorry, I hope I pronounce your name well enough. So I guess your presentation will be in English. So that's very welcome, of course. So you'll be the third presentation, and the title of your presentation is Social Entrepreneurship and Community Organizations, an analysis of social innovation actions during the pandemic. So, very looking forward to hearing this. Et enfin, notre dernière présentation sera intitulée Télétravail et conciliation emploi-famille en contexte de Covid-19, les enjeux observés au Québec. Alors vraiment là, j'ai hâte, on est en plein dedans. J'ai hâte d'en apprendre plus là-dessus. Donc, qui sera présenté par Diane Gabriel Tremblay, bonjour, et Sophie Mathieu. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de... Ah, elle est peut-être pas là actuellement, mais voilà, qui est chercheuse postdoctorale. Alors voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la première présentation. Donc juste pour rapidement présenter un peu nos deux chercheuses. Donc nous avons Mylène Pinard-Labbé qui est en maîtrise en ressources humaines à l'UQAM, qui s'intéresse à la GRH avec une approche holistique inspirée de la permaculture. Et j'ai noté qu'elle était permacultrice elle-même, alors donc elle sait de quoi elle parle, et elle a contribué, donc elle est engagée socialement, elle a contribué à Hectare Urbain à Montréal, que je connaissais pas, mais je pense que je connais des initiatives similaires à Québec ici. Voilà, elle s'intéresse donc à la permaculture, à la gestion des ressources humaines. Je ne sais pas si elle est présente, en tout cas, sinon je... Ah oui, bien sûr, je vous vois, donc enchanté Mylène, je suis pas sûr qu'on soit déjà croisés. Et ensuite, on aura Valérie, et comme deuxième chercheuse, on aura Valérie Méchaud, donc qui est professeure au département d'organisation et de ressources humaines à l'UQAM, qui est directrice de l'équipe de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives et qui s'intéresse aux entreprises de SS, aux organisations alternatives, aux questions des tensions dans les organisations et qui est membre du CRIS. Voilà. Alors du coup, Mylène et Valérie, si vous voulez bien, je vous laisse la parole. La salle est à vous. Je ne sais pas si vous voulez partager ou si je dois vous donner des droits. Est-ce que... Normalement, je pense qu'on a l'accès au partage. On l'a testé tout à l'heure. C'est encore mieux. Très bien.
J'espère que vous m'entendez bien parce que pour faire exprès, il y a un camion de recyclage qui passe. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous puis d'avoir l'opportunité d'échanger sur deux de mes passions dans la vie, soit la permaculture et aussi les humains dans les organisations. Pour commencer, je vous soumets d'emblée cette question. Et si nos organisations devenaient des écosystèmes régénératifs qui prennent soin des humains qui la composent? C'est de ce questionnement-là qu'est né mon projet de recherche dans le cadre de ma maîtrise en gestion des ressources humaines. Donc, plus précisément, je m'intéresse à la permaculture comme avenue possible pour guider les réflexions et les choix d'une organisation en matière de GRH. J'ai embarqué avec moi dans ce projet ma directrice de recherche, Valérie Michaud, et aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, nous avons choisi de partager l'exploration de la permaculture, de l'approche de la permaculture à l'intérieur même des réflexions qui ont entouré mon projet de recherche et les choix méthodologiques. Donc, pour être sûr qu'on part sur les mêmes bases, on va commencer par faire un petit rappel de c'est quoi la permaculture, parce que c'est bien au-delà d'outils et de techniques qu'on verrait en agriculture. Je vais faire un petit partage d'écran. Alors, la permaculture, c'est à la fois une philosophie sociale et une méthodologie de design holistique qui cherche à créer ou recréer des écosystèmes régénératifs autosuffisants et adaptés aux êtres humains. Ça s'appuie sur 3 règles d'éthique fondamentales, soit de prendre soin de la terre, prendre soin des humains et le partage équitable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces règles d'éthique-là il faut vraiment s'y attarder, mais on n'est pas obligé nécessairement d'y accorder une attention égale, mais c'est important de ne pas aller à leur encontre. Donc, dans une perspective peut-être, entre autres en économie sociale, ce qui peut être intéressant avec le partage équitable et le soin aux gens, si on prend ces 2 règles d'éthique-là, pour donner un exemple, on ne pourrait pas prendre soin des humains visés par la mission sans prendre soin aussi des humains à l'intérieur de l'organisation. David Holmgren a résumé les fondements de cette approche en 12 principes de design qui constituent les pistes d'analyse et de design d'un écosystème. Je n'aurai pas le temps nécessairement d'en passer l'ensemble avec vous aujourd'hui, mais c'est beaucoup chacun de ces principes-là qui ont inspiré la démarche autour de la réalisation de mon mémoire et de comment on pouvait appliquer les principes de la permaculture au niveau même de la méthodologie. Pour Toby Hemingway, la permaculture, c'est un ensemble d'outils d'aide à la décision basés sur des systèmes naturels pour arriver à des solutions régénératives pour désigner des réponses à des défis de toutes sortes. Cette définition-là est centrale dans notre démarche où on a tenté d'identifier de façon exploratoire et inductive si et comment la permaculture peut nous aider à répondre aux défis que présente la recherche partenariale et en particulier en contexte de réalisation d'un mémoire. Selon cette perspective, il est important de souligner que nous ne voyons pas la permaculture ni comme une approche méthodologique à part entière et elle ne se substitue pas non plus aux multiples travaux et réflexions entourant la recherche en innovation sociale. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est plutôt que la permaculture peut amener des pistes de réflexion complémentaires permettant de faire des choix, ici dans notre cas méthodologique, en fonction du contexte unique de chacun des projets de recherche. Dans notre cas, j'ai fait dans le cadre de mon mémoire une recherche-action collaborative et elle s'est déroulée durant la dernière année, particulièrement ça a commencé à l'été 2020. Ma collecte de données s'est déroulée à l'automne dernier. Et là, en ce moment, on est vraiment dans la phase de traitement de données et l'analyse des résultats. On a proposé dans la capsule vidéo 4 vignettes qui représentaient les principes. Pardon, je vais changer de page. Donc, dans la capsule vidéo, on a présenté 4 vignettes qui représentaient des phases critiques lors desquelles nous avons mobilisé des principes de la permaculture pour guider nos choix méthodologiques. Juste pour vous remettre en contexte et au cas où que certains n'aient pas vu la vidéo. Tout d'abord, on abordait dans la première vignette comment on a appliqué la règle d'éthique, prendre soin des gens, comment ça a été intégré à même la question de recherche pour être sûr de ne pas passer à côté, mais aussi comment elle a inspiré à la fois les échanges et les décisions tout au long de la démarche. La deuxième vignette, on a abordé comment la permaculture est venue guider en amont le choix même du type de recherche et qui nous a permis aussi de confirmer la pertinence de faire
une recherche action collaborative. La troisième vignette illustrait comment les principes de la permaculture nous ont permis de réagir de façon créative aux bouleversements imposés par la COVID, parce que c'était vraiment le début de mon mémoire qui s'est déroulé à quelques jours près du confinement. Et au-delà de ça, comment appliquer les principes de design downgrain dans l'articulation même des activités de collecte de données. Donc, comment designer ces activités-là de façon holistique et intégrée. La quatrième vignette représentait la pertinence de laisser la place à l'autorégulation et au retour d'information, qui est un des principes d'Holmgren, qui nous a même mené jusqu'à redesigner le projet de recherche en cours de recherche. Voilà, je passe la parole à Valérie. Oui. Ben, merci Mylène. Ben, en fait, ce sur quoi j'aimerais peut-être revenir, en fait, de façon un peu plus large, c'est que, en fait, quand on s'intéresse aux innovations sociales, généralement, nos recherches répondent pas seulement des critères de validité scientifique. Pour plusieurs chercheurs, là, on cherche une validité sociale, une pertinence sociale, voire même des transformations sociales sous l'angle de l'innovation sociale transformatrice. Et nos recherches reposent en lien avec ça, souvent sur des méthodologies partenariales, collaboratives, qui croisent des universitaires, des praticiens, des praticiennes, des citoyens, citoyennes. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui de notre capsule des travaux de Mylène, en fait, on propose de concevoir ces recherches-là, partenariales, collaboratives, comme des écosystèmes dynamiques, dans le fond, de collaboration. Et dans cette optique-là, la permaculture, elle nous semble offrir une grille d'analyse systématique de sorte à interroger les effets de nos recherches sur ces écosystèmes même, tout au long du processus. En somme, ça permet de prendre conscience finalement des différents éléments impliqués dans le secteur, dans le système, dans l'écosystème. Donc, les acteurs, les actrices, les relations, les ressources, etc. Une fois qu'on a dit ça, dans le fond, dans une approche permaculturelle, la question qui se pose, c'est comment s'assurer que ces écosystèmes de collaboration soient régénératifs pour toutes les parties qui les composent. Et donc, pas dans une perspective seulement des chercheurs qui ont des informations, qui sont en train de mener leur recherche. Et donc, par son souci de prendre soin des gens, de la nature et d'assurer un partage équitable, en fait, à nos yeux, là, et là, c'est de façon très humble, on esquisse quelques liens entre la permaculture et la justice sociale et épistémique, en fait. D'un point de vue de dimension de Fraser, à nos yeux, il semble que la permaculture puisse permettre de traiter des enjeux de redistribution, de se questionner, par exemple, sur les ressources dont chacune dispose dans le cadre du projet de recherche, de l'énergie à investir. On peut aussi penser à des liens avec la reconnaissance. Par exemple, quand on se questionne sur la reconnaissance des différentes formes de savoir ou de production. De même que se questionner sur la notion de représentation, à savoir qui a voix aux décisions prises à toutes les phases de la recherche. Donc, bien sûr, bon, là, on a fait un petit retour rapide et la permaculture n'est pas non plus une panacée. Dans notre travail écrit, on met de l'avant quand même dans le papier, certaines des limites et des réserves qu'on peut avoir face à cette approche-là, mais notre humble expérience nous permet quand même de formuler que ça peut être un outil intéressant pour jeter les bases de la construction d'écosystèmes dynamiques de collaboration qui soient régénératifs pour toutes les parties impliquées. Et donc voilà, on a hâte de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Yeah. Fantastique, donc 8 minutes 37, donc c'est bien, on est tout à fait dans les temps. Non mais c'est bien ça, entre ce qui était prévu et peut-être la largesse qu'on s'est offerte. Donc c'est parfait. Donc ben, merci beaucoup. Donc ce que je propose c'est je pense que c'était ça qui était prévu, c'est-à-dire qu'on va faire les présentations à la suite les unes de l'autre et ensuite on ouvrira pour les échanges, les questions, etc., les débats enflammés qui vont s'en suivre. Donc notre deuxième présentation donc s'intitule, je le rappelle, la codirection innovation sociale et mode féministe d'organisation porteuse de justice sociale en économie sociale. Et là, j'ai mieux fait le point d'interrogation que la dernière fois. Donc, on retrouve Valérie Michaud, donc qui est professeure à l'UQAM, donc je la représenterai pas à nouveau, mais qui est première autrice. Et ensuite, nous avons Myriam Saucier. Donc, Myriam Saucier qui est candidate à la maîtrise en gestion à l'UQAM, avec une concentration en management. Elle a un intérêt pour les paradoxes organisationnels et elle est curieuse d'en apprendre davantage sur l'économie sociale. Et donc, elle travaille avec Valérie Michaud, elle l'assiste dans son projet de recherche depuis janvier 2020. Donc voilà, donc je sais pas qui va commencer. Alors peut-être je rends la parole à Valérie ou à Myriam, mais voilà. C'est Myriam qui virtuelle amorce.
c'est moi qui va briser la glace, ou en tout cas démarrer le bal, on va dire. Donc, justement, dans notre capsule, à Valérie et moi, on a présenté la co-direction, qui est un modèle alternatif à la direction générale unique, et on a voulu justement l'appliquer, aller voir finalement ses implications dans l'économie sociale. Donc, concrètement, c'est un modèle qui est émergent, dans lequel on va voir 2 leaders, parfois plus, qui vont se partager une autorité formelle et qui se rapportent directement au conseil d'administration. Donc, justement, la co-direction va être plus connue dans certains secteurs comme la santé ou les arts, où est-ce qu'on est habitué peut-être des fois de voir une directrice administrative et une directrice artistique, ou là, je dis directrice parce que c'est notre échantillon, mais ça peut être, j'aurais dû dire une direction artistique et une direction administrative. Et justement, c'est plus connu dans ces secteurs-là. Par contre, nous, on a voulu mener une recherche qualitative exploratoire pour venir répondre à des questions qui nous ont été posées par des praticiennes en économie sociale. Donc, concrètement, on a mené 13 entretiens semi-dirigés qui nous ont permis de documenter 8 organisations qui ont expérimenté la co-direction. L'analyse des résultats a permis d'identifier les contextes d'émergence, les nouvelles configurations, les bénéfices et les enjeux qui sont liés justement à la co-direction en économie sociale et qui vous ont été présentés brièvement dans la capsule et dans l'article. Donc, on ne reviendra pas sur les détails, puis on pourra entrer dans les détails si vous avez des questions là-dessus par rapport à ces résultats qui sont, on le dit, là, préliminaires, qui ont déjà été présentés. Mais on souhaitait quand même rappeler qu'on a proposé que la co-direction constituait en soi une innovation sociale. On est reparti de la définition d'innovation sociale proposée par le RQIS, dans laquelle on voit, dans le fond, que la co-direction peut répondre à des besoins et plus adéquatement, plus durablement que les solutions existantes. En l'occurrence, là, la comparaison ici se fait avec la direction unique de ces organisations de l'économie sociale. On voit aussi que on répond à un besoin social bien défini. Ce besoin-là, à travers nos analyses, est lié principalement à des enjeux de relève dans les organisations de l'économie sociale puis de l'action communautaire, qui sont des enjeux vraiment importants dans le secteur, vu l'ampleur des exigences et la complexité de diriger ces organisations-là et vu le contexte démographique dans lequel on se trouve. On a aussi démontré que la co-direction prend différentes formes, différentes configurations originales et qu'elle a trouvé des preneurs, qu'elle suscite aussi beaucoup d'intérêt. Donc, les questions, c'est des questions, en fait, qui nous ont été formulées par des praticiennes, comme Myriam l'a dit, qui ont mené à cette recherche exploratoire-là. Nos résultats permettent aussi de voir qu'il y a des bénéfices qui dépassent, en fait, les avantages qui trouvent les co-directrices interrogées. Tout d'abord, ces avantages, par exemple, un avancement professionnel là, dans le cas où il y a des personnes de l'interne qui sont promues à la co-direction, ne peuvent pas être pris de façon isolée par rapport à l'organisation. Et donc, on suggère que les effets ne sont pas qu'individuels. Qui plus est, en fait, la co-direction nous apparaît comme une façon de décupler l'action des organisations. Ça nous a été nommément mentionné. En décuplant l'action de ces organisations-là, on décuple aussi potentiellement les innovations sociales puisque ces organisations-là peuvent mener des nouveaux projets, être plus proches des personnes qu'elles desservent. Et donc, on a pu finalement donc qualifier la co-direction d'innovation sociale. Maintenant, l'omniprésence de femmes co-directrices, donc l'entièreté de notre échantillon était composée de femmes. Et on a eu une méthode boule de neige qui a fait qu'en fait, on a traité de façon exhaustive les cas qu'on a pu repérer. On n'avait que des femmes en co-direction. Donc, ça nous a poussé à nous questionner, à entrevoir des pistes de réflexion sur ce mode d'organisation alternatif dissonant, et ce, même parfois en économie sociale, possiblement féministe et porteur de transformation sociale. En fait, comme modèle alternatif émergent, ça nous invite à la co-direction là, à questionner le modèle classique dominant d'une direction générale solo. Bon, évidemment, il va de soi que la direction générale unique, c'est pas incompatible avec une gestion participative, là, loin de là, mais nos données nous indiquent que certaines configurations de co-direction peuvent permettre, au-delà des co-directrices, une redistribution du pouvoir dans l'organisation par le rapprochement des co-directrices avec le reste de l'équipe de travail, mais aussi avec les besoins des usagers et des participants. La co-direction offre aussi l'opportunité de repenser le pouvoir à travers un modèle plus coopératif et participatif en phase avec des valeurs. De même, en levant certaines barrières à une progression professionnelle, je dirais, la co-direction peut permettre une réorganisation du travail qui donne un accès formel à ce pouvoir de direction à au moins 2 personnes, ce qui modifie en fait aussi les rapports de pouvoir entre la direction, qui est désormais partagée, et le conseil d'administration.
Donc, en interne, on capte bien la reconnaissance que la co-direction permet d'opérer par rapport aux personnes qui la réalisent. Mais en externe, il y a quand même une certaine mécompréhension de certaines parties prenantes externes qui cherchent systématiquement à identifier une directrice générale. Donc, c'est pas dans les façons de faire et il y a souvent une volonté qu'on ait une signataire, une porteuse, une direction générale. Donc, il y a des enjeux de ce côté-là. À un autre niveau, selon les configurations, on observe aussi qu'il y a un risque d'invisibilisation de la co-directrice qui est davantage axée sur les activités internes de l'organisation. Donc, c'est un enjeu possible. Et il y a, dans tous les cas, l'enjeu de la communication qui est fondamental. L'enjeu de la rémunération aussi qui demeure important parce que plusieurs organisations en économie sociale, en action communautaire, peinent à rémunérer convenablement là, une direction générale unique. Donc, souvent, ça s'accompagne d'un compromis quand on passe à la rémunération de 2 co-directrices. Donc, ça, c'est un élément à garder en tête. Notre recherche elle-même, donc, elle est exploratoire puis elle comporte certaines limites. Par exemple, on a un échantillon, somme toute, malgré tout, restreint. C'est un phénomène émergent, mais on n'a sans doute pas couvert tous les cas de co-direction. Puis la collecte avec les entretiens Zoom nous a pas permis non plus de pouvoir voir les co-directrices en action et leur dynamique concrète. Mais donc, c'est une première exploration. L'analyse se poursuit pour explorer différents thèmes, donc notamment avec la justice sociale et les paradoxes. Et on va avoir bien hâte de vous d'entendre vos réactions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir fait un petit topo aussi par hasard. Malheureusement, il y a une personne qui n'avait pas pris le temps de voir toutes les vidéos. C'est sûr que ça va permettre d'alimenter les discussions. Donc, merci beaucoup. So next, we're gonna turn to our next presentation. So the title of this presentation will be Social Entrepreneurship and Community Organizations, an analysis of social innovation actions during the pandemic. So we have 2 presenters. The first one is Eliane Ferreira dos Santos. She holds a PhD, so I'm not very good with Portuguese, so I will try to pronounce it as best as I can, from Fundación Getúlio Vargas. I hope I was relatively correct. She's also been at HEC Montreal for a PhD internship, and she's interested in human resources, organization studies, quality management, foreign trade, logistics, and research methodology. So our second presenters, or the second authors, I'm not sure she's here, is Cristina de Moura Joao. She holds a PhD in administration from the University of Sao Paulo, and she's interested in social entrepreneurship, organizational sustainability, social responsibility, people management, organizational culture, sustainable tourism, and she does qualitative research. So the floor is yours. Thank you, great Portuguese. So we're going to share our presentation. So Eliane, if you want to start. Hello, my name is Eliane. I start about the article. And we start this presentation by quoting Dardot and Laval, that claims that the entrepreneur or main company is the most essential principle of the conduct to the capitalist order. They say that neoliberalism operates with the subjectivity of subjects to make them entrepreneurs who know how to take advantage of profit opportunities that are responsible for the success or failure of their ventures. For the neoliberal perspective, the term social refers to one who shows personal initiative and responsibility, essential qualities for true solidarity. For us, social entrepreneurship seems to dialogue with many lines of this conception, especially when individuals and businesses start to act more and more as agents of social change. In this sense, we are interested in the concept of social innovation that focus on the emancipatory power of social entrepreneurs who work in low-income communities. For this, we are analyzing whether and how social enterprises produce social innovation in the context of the pandemic,
using a qualitative approach. Now, Christina speak. Thank you, Eliane. So we are researching, this is an ongoing project. So we are researching 2 cases here in São Paulo. The first one is a nautical tour operator and develops activities and projects promoted that have an education focus, promoting change in the actions of individuals, bringing the feeling of belonging and citizenship. With the beginning of the restrictive measures in March to 2021, the nautical tourism operator stopped taking tours and assumed the role in publicizing health measures and social actions. So unplanned adaptation of the business model in this case from social business to association has happened in case A organization. Case B is a handmade fabric masks by the woman of the community. So Case B initially is a social organization that offered periodic programming, access to culture, leisure, and discussions on sustainable practices and citizenship. The pandemic caused an interruption in almost all activities. So Case B leaders understood that people in the community would not be able to afford any kind of protection masks. So the women in associations and Case B started a project that produced masks for people in the community. So regarding the social objectives, 3 of them stand out: security, education, and income generation. The participation of the actors and beneficiaries of the communities is fundamental for social innovation processes. So this is a work in progress, and we are very happy to receive your questions and contributions. Thank you very much. Merci. Obrigada. Okay, so thank you for the presentation. So last but not least, on va maintenant se tourner vers la dernière présentation. Donc, le titre exact est « Travail et conciliation emploi-famille en contexte de Covid-19, les enjeux observés au Québec ». Et donc, cette présentation, enfin, ce travail de recherche a été fait par Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure à l'université à la TELUC, où elle se spécialise sur la gestion des ressources humaines. Elle est aussi spécialisée en économie et en sociologie du travail. Et la deuxième autrice est Sophie Mathieu, qui est docteur en sociologie de la Carleton University et qui est actuellement chercheuse postdoctorale à la TELUC. Donc, je pense que c'est Diane Gabrielle qui présente. Exactement. Ben, surtout comme on pensait qu'on n'avait pas énormément de temps. Et puis, bon, Sophie est prise beaucoup en ce moment parce que, justement, elle vit la conciliation emploi-famille en contexte de pandémie avec 3 jeunes enfants et avec des écoles qui ferment de temps en temps. Donc, voilà. Alors, je vais faire peut-être un petit résumé, effectivement, de le partage d'écran, ouais. Ça semble être pas vraiment comme sur Zoom. Non, alors attendez, je vais voir si je peux pas le provoquer. Ouais, parce que là, je vois plein de choses. Je vois en fait tout mon écran, mais je ne peux pas sélectionner, alors que normalement, on peut sélectionner. Oui, non, il y a une petite… Comment on fait les autres? Nous, ils nous ont… Ben, ou peut-être que moi, je n'ai pas vu, là, mais… Bon, à la limite… je peux demander le partage d'écran, voilà. J'ai demandé le partage d'écran. Est-ce que ça… Normalement, j'ai une option là qui demande le partage d'écran, donc… Ouais. Est-ce que ça… Ben, le problème, c'est que moi, si je demande je partage d'écran, c'est… Ah! Je peux la relancer, là. C'est voilà. Peut-être une petite fenêtre qui apparaît… Non, je crois que je l'ai… C'est ça, c'est qu'il n'apparaît pas comme j'aurais pensé qu'il apparaîtrait. C'est bon maintenant, je pense. Voilà. Bah, les enjeux technologiques, ça fait partie de la conciliation en ce moment. Hein, ben, c'est surtout, c'est ça, le changement, parce que là, depuis 1 an, là, on a dû maîtriser au moins une dizaine de systèmes de partage. Alors, voilà. Donc, effectivement, le titre a déjà été présenté et dans la communication, ben, j'avais pas prévu, évidemment, faire un très grand rappel théorique, mais quand même, et là, hop,
enlève-toi. Il y a des petits messages qui apparaissent du système et qui cachent justement ce qu'il ne faudrait pas cacher. Donc, en fait, je voulais par contre situer les travaux que je fais sur la conciliation emploi-famille dans le contexte des travaux en général, parce que je trouve que c'est important de situer, bon, par exemple, là, je vais parler d'un contexte de conflit, presque emploi-famille plus que l'on vit, mais les recherches, au fond, ont évolué dans le temps et je trouve que c'est intéressant de regarder. D'abord, conflit travail-famille, où on mettait beaucoup l'accent sur le conflit de rôle, le conflit de temps, donc les deux sphères finalement qui s'entrechoquent dans une certaine mesure. Puis, on est passé à la conciliation ou alors, comme les collègues françaises préfèrent le dire, l'articulation, travail-famille ou emploi-famille, personnellement, je préfère, et même études. Bon, les collègues françaises vont dire articulation, ça a davantage ce sens d'imbrication et tout ça. Je trouve quand même que conciliation, pour moi, c'est tout à fait équivalent. Puis comme au Québec, on en parle dans ces termes-là, je trouve que c'est très bien qu'on ait un très gros débat social là-dessus avec ce terme. Par contre, j'évite l'équilibre ou le balance en anglais qui, de toute évidence, est quelque chose qui n'est pas réalisé. Et troisième élément que je trouve intéressant à souligner, c'est les dernières théories qui sont plutôt les théories de l'enrichissement, c'est-à-dire que contrairement au conflit, l'idée que ces deux sphères finalement permettent de s'enrichir, c'est-à-dire que les hommes d'ailleurs comme les femmes vont gagner à avoir, en tout cas, gagner certaines compétences, développer certaines compétences en étant présents dans les deux sphères, plutôt qu'en étant simplement présents dans une sphère qui serait ou le travail ou la famille. Ce qu'on a observé, évidemment, il y a beaucoup de données qui ont été présentées dans la dernière année, mais il y a quand même un certain nombre d'études particulièrement intéressantes, notamment au Canada. On a bien vu avec Statistique Canada et quelques autres, et l'OCDE confirme pour d'autres pays que les femmes sont les plus touchées, elles sont plus susceptibles de perdre ou même de quitter leur emploi parce qu'elles n'arrivent pas à concilier, justement. Elles ont dû clairement assumer une plus grande part du travail de soins, garde d'enfants, mais surtout enseignement. Et ça aussi, là-dessus, les données plus détaillées de Statistique Canada, notamment, sont très intéressantes parce que si le déséquilibre s'est accru, ben, c'est justement là, parce que dans l'encadrement scolaire, les femmes sont plus présentes et comme on a renvoyé les enfants et qu'on continue de renvoyer parfois les enfants à la maison, ben, ça implique évidemment une plus grande responsabilité des femmes, même si les hommes sont de plus en plus présents. Donc, nous, la recherche qu'on a faite, c'est en partenariat avec le Réseau pour un Québec famille, qui est un organisme au fond de lobbying pour ces thématiques-là. On a déjà fait 2 articles et un autre qui est en voie de rédaction. Il y a plein de résultats qui nous paraissent en tout cas intéressants. Et là, je vais insister sur le deuxième élément qui est l'aspect un peu paradoxal finalement de cette pandémie, du moins ce qu'on a observé. Alors, chiffres généraux, StatCan nous montre qu'il y a un écart quand même entre le taux d'emploi des hommes et des femmes. On sait qu'au Canada et au Québec en particulier, avec notre politique familiale, nos services de garde, les femmes ont fortement rattrapé les hommes et étaient assez actives quand même, et le sont toujours assez actives sur le marché du travail, mais l'écart s'est accru entre les hommes et les femmes pendant la période de pandémie. Donc, c'est quand même un aspect un peu, que je dirais négatif, clairement. Par contre, dans nos données, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que d'abord déjà quelques petits éléments sur qui a répondu au questionnaire. Ça a été fait en travail, en partenariat avec le RQF, comme je le disais, mais aussi avec l'EG qui a traité les données. Donc, on a observé qu'à peu près 48% des personnes étaient en télétravail au mois de mai 2020. Ce qui est un peu plus dans cet échantillon que la moyenne canadienne qui était à peu près de 40%, mais quand même, on sait donc que tout le monde ne peut pas être en télétravail. À l'heure actuelle, StatCan nous dit à peu près 32% des personnes sont en télétravail. Ce qui nous a semblé particulièrement intéressant et paradoxal, c'est que parmi l'ensemble de nos répondants, avec des données là, qui ont été pondérées pour ce groupe de parents et de proches aidants, donc pas la population en général, 62% des personnes rapportaient une conciliation emploi-famille très facile à 20% et plutôt facile à 42%. Tout de même, 38% des gens qui disaient que c'était difficile. Mais ça nous est apparu quand même comme un paradoxe parce que, bien sûr, dans les médias, on nous parle des difficultés bien réelles, bien sûr, d'avoir les enfants et de devoir continuer à travailler pour beaucoup de personnes ou alors pour d'autres de s'occuper on en a beaucoup moins parlé, mais beaucoup de gens qui ont dû s'occuper de parents âgés, vieillissants, aller faire les courses, etc., etc.
Donc, quand même, une certaine surcharge du côté famille, il me semble. Quelques autres petits éléments intéressants, on aurait pu s'en douter, mais la majorité des employeurs n'ont pas diminué leurs attentes. Par contre, quand même, si 70% des répondants disaient que les attentes n'avaient pas tellement changé, 8% disaient qu'elles avaient augmenté, mais tout de même, 22% indiquaient qu'elles avaient diminué. Donc, une certaine ouverture, finalement, de la part des employeurs. Ce qui nous paraît donc comme situation paradoxale, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit, au fond, de cette pandémie, de la présence des enfants à la maison, surtout au moment où cette enquête a été menée, c'est-à-dire en mai, on se rappelle que là, c'était vraiment le déversement global du côté de la famille ou de la sphère privée. Donc, en dépit aussi des mesures de confinement, quand même, beaucoup de personnes nous disaient que la conciliation était relativement facile. Et l'autre élément étonnant et intéressant, c'est que cette enquête avait été menée par le regroupement le réseau pour un Québec famille en 2018. Et en 2020, on nous disait que la conciliation était finalement plus facile qu'en 2018. Donc, vraiment, très gros paradoxe, en tout cas à première vue, ça nous a semblé assez paradoxal. On a expliqué ça par 3 facteurs. Évidemment, c'est des éléments qu'on peut pas nécessairement là faire en termes de causalité, mais quand même, on continue d'ailleurs de travailler. L'article sur lequel on travaille, c'est pour tenter de peut-être mettre en évidence des facteurs de causalité. Mais moi, en lien avec des recherches antérieures, je peux quand même faire certains liens. Donc, le premier élément, c'est quand même la mise en place du télétravail. Moins de déplacements. Les activités des enfants, c'est vrai que les enfants étaient à la maison, mais par contre, toutes leurs activités parascolaires étaient éliminées. Donc, quand même, pour la vie familiale, ça amenait pour beaucoup, disons, un peu plus de calme finalement. Donc, premier facteur, le télétravail, qui contribue à donner plus d'heures finalement disponibles. Le deuxième, qui est quand même intéressant, même si ce n'est pas la majorité des employeurs, certains employeurs quand même ont manifesté de l'empathie ou de la compréhension, selon la formulation de la question. Et là, c'est les individus qui nous le disent, c'est pas l'employeur, à l'endroit donc des salariés qui ont des responsabilités familiales. Personnellement, par rapport aux recherches antérieures, ça me renvoie à ce qu'on appelle le soutien organisationnel, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que mon supérieur immédiat me soutient, est compréhensif, est ouvert, me donne des mesures. Alors, je ne vais pas aller trop en détail. Personnellement, je trouve que c'est préférable qu'il offre des mesures, mais les études ont quand même montré qu'un supérieur quand même compréhensif et qui manifeste de l'empathie, par exemple, c'est déjà mieux pour le ressenti de la conciliation. Donc, ici, deuxième point, je dirais que ce soutien organisationnel, clairement, est à développer de manière générale, on le disait déjà, mais particulièrement dans un contexte notamment difficile comme ça. Troisième élément, et là, sans doute le lien plus fort encore avec les innovations sociales ou les innovations organisationnelles au Québec, je dirais que la politique familiale québécoise, si on la compare à ce qui se passe dans d'autres pays, ne serait-ce que les collègues français là, qui ont trouvé le télétravail souvent très difficile, et tout ça. Bon, je pense que la politique familiale québécoise, les services de garde à tarif réduit, le congé de paternité qui, à mes yeux, a beaucoup induit une participation accrue des pères québécois comparativement à d'autres pères à l'échelle internationale. Et StatCan nous confirme aussi qu'on n'est pas à égalité, bien sûr, mais les pères québécois, pendant la pandémie, et même canadiens, ont contribué davantage, se sont mis à faire certaines activités, outre l'encadrement éducatif, mais d'autres. Donc, ces 3 facteurs-là me semblent intéressants pour expliquer finalement ce paradoxe qui fait que les gens ont apparemment trouvé relativement facile ou plus facile de concilier en période de pandémie. Alors, on ne va pas conclure vivement une poursuite de la pandémie. On espère tous qu'elle va terminer bientôt, mais en tout cas, je pense qu'elle nous apporte quand même des enseignements intéressants finalement du point de vue de la conciliation emploi-famille. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'on a perdu notre animateur? On dirait. C'est ce que j'allais dire. Je dis, il n'y a pas de réaction. Là, je regarde, je vois pas. Bon, on tombe en autogestion. Complètement. Il a dû vouloir peser sur un bouton, éliminer je sais pas quoi. Bon. Est-ce que vous avez des questions? On va s'auto-animer. C'est ça, Valérie. Je vais peut-être poser une question à Valérie par rapport à votre deuxième présentation. Si j'ai bien compris, donc, c'était tous des cas de co-direction de professeurs avec une personne professionnelle dans un milieu de travail, je crois. Non, on est dans des...
Non. On est dans des co-directions, pas d'étudiants, on est dans des co-directions plutôt qu'une direction générale unique de l'entreprise d'économie sociale. Ce sont deux co-directrices. Donc, on remplace essentiellement, on n'a pas une directrice générale. C'est co-direction, pas au sens académique là, du tout. C'est vraiment… C'est vrai, puis pourtant, j'avais écouté le truc, mais ça fait longtemps que je l'ai écouté. Puis en fait, maintenant, quand tu l'as représenté, j'avais l'impression que c'était ça, mais en plus, qu'il y avait une étudiante qui était co-dirigée par ces deux personnes-là. Donc ça, c'est moi qui ai fait une projet. La seule étudiante dans l'histoire, je pense que c'est moi. Fait que… c'est ça. Puis pourtant, j'allais écouter la présentation, mais bon, quand on en écoute, puis on en écoute 5-6, là… Mais ça serait intéressant, en tout cas, les questions que tu poses, je trouve, parce que moi, je me reportais dans le contexte où à la TLUQ, on n'a pas de doctorat en GRH. Et donc, je me retrouve souvent dans des contextes de codirection et je me posais des questions. Tu vois, je me disais, il y a des choses qui pourraient être intéressantes à regarder. Donc, fin de la parenthèse. Et je vois que l'animateur est réapparu. Oui, tout à fait, tout à fait. Le bouton quitter ressemble vraiment au bouton faire coucou. Oui, donc, j'ai voulu vous faire coucou pour dire, voilà, c'est terminé, parce qu'on approchait des 10 minutes, qu'on a légèrement dépassé. Et voilà, je me suis misérablement auto-exclu de cette présentation qui était fort intéressante. Hein, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Donc, n'appuyez pas sur la main qui fait coucou pour faire coucou, quoi. C'est un peu contre-intuitif, mais ne faites pas ça. Vous allez être éjecté. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc j'ai loupé la fin, mais je pense que c'était bien de reprendre un petit peu les éléments principaux des résultats de l'enquête. Je pense que ça va alimenter les discussions. Donc du coup, on arrive à la fin des présentations courtes, disons. On peut ouvrir maintenant au public s'il y a des questions ça peut être sur l'ensemble des présentations puisqu'on a passé. Alors je vois, merci. Alors par contre, on voit très très bien les mains qui se lèvent. Alors je m'excuse. Donc je pense que j'ai vu Chantal en premier et ensuite Vanessa. Donc si vous voulez, on peut y aller dans cet ordre. Donc Chantal, on vous écoute. Oui, merci. Ben, en fait, c'était pour Valérie puis Myriam. Je me demandais, là, je l'ai peut-être manqué, mais la motivation initiale dans le fond, des organismes d'essayer ce fonctionnement-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui serait transitoire vers quelque chose de plus aplati ou c'est vraiment, on y va avec la codirection puis on descend ça ou éventuellement on fait une codirection puis après ça on va diminuer puis après ça on va être capable d'être en équipe autonome complètement là? Ben, c'est une bonne question. Sur les 8 cas, il y a 6 cas où c'était une réponse à un besoin de relève. Donc, essentiellement, on a une direction générale, homme-femme, sortant, sortante, et plutôt que de dire on remplace par une personne, on remplace par 2 personnes. Donc, est-ce que c'était transitoire? Dans la plupart des cas, vers un mode plus autogéré, non, pas nécessairement. En fait, on a un cas où c'est 3 personnes. Ce sont de petites organisations et malgré ça, on demeure quand même avec une co-direction plutôt qu'une autogestion, je dirais. Donc, ça prend différentes formes. Par contre, on nous dit que ça rapproche, dans certains cas, on a noté que ça rapprochait la direction du reste de l'équipe dans la mesure où souvent, on va prendre, dans le fond, des tâches de direction générale, on va les partager en 2, puis il va y avoir un lien qui va être maintenu avec l'activité professionnelle plus métier ou terrain. Et donc, en ce sens-là, comme les co-directrices générales ont les pieds aussi dans la pratique, ben elles sont plus à même d'être à l'écoute de la réalité de l'équipe de travail ou même d'être en lien avec les participants aux activités, les bénéficiaires de l'action, de l'organisation et donc un rapprochement. Mais on n'est pas dans une visée on y va par la co-direction pour ensuite passer à l'autogestion si c'était pas ça qui était mis de l'avant, non. Je pense qu'ensuite, on avait une question de Vanessa. Ben, c'est également pour Valérie et Myriam. Donc, merci beaucoup. Puis j'ai plusieurs questions. Alors, je vais les mettre d'affilée, puis vous me direz si vous disiez, puis je pense à bien avoir compris que dans ce que vous aviez repéré, il y avait que des femmes. Ou est-ce qu'il y a des cas où il y a des hommes, mais vous les avez pas vus? Ça me questionnait pourquoi c'était que des femmes. Je l'ai dit toutes.
Oui, vas-y. Je me demandais quel était, ou si vous aviez analysé comment c'était vécu, perçu par le conseil d'administration. Parce que vous parliez de l'externe, mais est-ce que le conseil d'administration, ça pouvait le mettre mal à l'aise aussi, il ne savait plus à qui se référer? Comment elle se répartissait les tâches? Et mon autre question est, est-ce qu'il y a eu des cas où c'était avant des directions générales adjointes qui souvent étaient finalement dans un esprit de codirection, mais c'était assez informel, puis qu'on venait formaliser un petit peu leur rôle? Et puis finalement, c'était quoi les secteurs d'activité que vous aviez? Vous parliez de la culture, mais est-ce qu'il y avait d'autres secteurs d'activité dans lesquels… Puis ça me surprend que ça soit émergent. Je pensais que ça existait en fait, mais qu'on… Enfin voilà, je suis très curieuse de cette forme. Super. Ben, Myriam, tu pourras compléter. Je vais y aller. Je les ai notés. Donc, que des femmes. Oui, en fait, c'est pas qu'on a fait une sélection. À partir du moment où nous, moi, j'ai été approchée par différentes praticiennes, en fait, qui soit envisageaient la codirection ou qui venaient de se lancer dans l'aventure et qui avaient des questions sur la façon de procéder. Et donc, on est allé on a commencé par rencontrer ces personnes-là. Et on est allé j'ai lancé un appel sur Passerelle, donc j'ai eu aussi des cas qui m'ont été référés par des personnes lambda. Et donc, on est allé aussi dans l'échantillonnage à chaque fois en fin d'entrevue, on disait, est-ce que vous connaissez d'autres cas? Et donc, on a ouvert comme ça. Mais on a, somme toute, que des femmes. Donc, ça, c'est intéressant. Ça rejoint peut-être, là, je vais faire du pouce sur Diane Gabriel parce qu'il y a des enjeux de conciliation qui sont nommés. Il y a des cas où on nous a dit que les gens, en fait, les co-directrices ne voulaient pas le faire ça. C'était une pression trop grande, mais qu'à deux, ça devenait envisageable. Donc, dans certains cas. Comment c'est vécu par le CA? Il y a différentes situations. Il y a des cas où on nous a dit qu'il a fallu convaincre le conseil d'administration parce qu'a priori, c'était pas quelque chose qui était vraiment favorisé. On a aussi un cas où c'est le conseil d'administration qui initialement avait en tête ce mode d'organisation, mais qui ne l'avait pas mis en place au moment de la première embauche. Donc, on a différents cas de figure, vraiment. Je peux pas dire c'est favorable ou c'est certain qu'il y a des ajustements. Et donc, parfois aussi, quand on a des cas où on a une transition d'une direction générale qui est remplacée par deux personnes de l'interne, il y a une période transitoire où les deux personnes vont aussi siéger en même temps que le directeur général sortant, par exemple. Et donc, il y a une certaine période où on s'apprivoise avec le conseil d'administration puis les dynamiques pluripartites que ça induit. Donc, on a des craintes principalement quand il y a des craintes par rapport au conseil d'administration, c'est autour de des conflits possibles. Donc, c'est ça qui est un peu un frein pour les conseils d'administration. On a observé que dans tous les cas, il y avait une participation conjointe et solidaire au conseil d'administration par les deux ou les trois co-directrices, parce qu'on a aussi un cas de co-direction en trio. La répartition des tâches, ça, c'est vraiment différent d'un cas à l'autre. On a des cas où la répartition est, en fait, un cas plus expérimenté, ça fait 12 ans qu'elles sont en co-direction. Donc, ça, c'est vraiment notre cas où c'est moins émergent en lien avec une de tes questions. Sinon, c'est des organisations où on est plus dans l'expérimentation. Là, on n'a pas de cas qui se rapprochent de cette période-là d'expérience de co-direction. Dans ce cas-là, la façon dont c'est organisé, c'est qu'il y a une personne qui est davantage vers l'extérieur. Donc, tout ce qui est recherche de contrat, partenariat, recherche de financement. Donc, c'est la représentation et l'autre personne est plus dans la gestion interne. Et dans tous les cas, on a des interstices, évidemment, puis il y a des zones mitoyennes, là, des interfaces où les deux sont conjointement responsables de dossiers. Mais donc, ça, c'est une façon d'organiser. On a un cas intéressant, deux cas où on est davantage sur les processus. Donc, c'est de dire, on a des activités dans notre secteur d'activité qui implique qu'une personne puisse s'occuper du début, par exemple, du projet, et une personne le prenne plus tard. Donc, on n'est pas sur des divisions en termes de responsabilité de zone. Toi, tu t'occupes plus du social, moi, je suis de l'administratif. On est vraiment dans les mêmes, on travaille sur les mêmes projets, mais à des phases différentes.
On a une entreprise d'insertion où ça fonctionnait, où c'était par contre là, donc insertion d'un côté et gestion financière de l'autre. C'est ce qu'on anticipait initialement. On se disait on va avoir plutôt quelqu'un plus admin puis quelqu'un plus mission, si je peux me permettre. Mais on a seulement un cas où c'est vraiment vécu comme ça. Dans les autres cas de figure, on est vraiment dans un partage où chacune des deux co-directrices agit vraiment en lien avec la mission, avec les activités plus sociales là, de l'entreprise d'économie sociale et est aussi impliquée dans des activités de gestion financière, GRH et autres. La direction générale adjointe, est-ce que c'était un cas? On a un cas intéressant où on avait ce qu'on appelle une co-direction dans ce cas-ci non planifiée, dans la mesure où on a eu un affichage de poste. Il y avait une direction adjointe qui a postulé et on cherchait une directrice ou un directeur. Or, il y a eu un coup de cœur pour une personne de l'externe et la directrice adjointe, elle aussi, était candidate. Et donc, on a décidé finalement, alors qu'on cherchait une direction générale unique, de repenser le poste pour pouvoir saisir l'occasion d'intégrer cette personne-là de l'externe et de donner une promotion en interne à une directrice adjointe. Sinon, on n'est pas dans ce cas-là. Les cas où on a des directions adjointes, ce sont l'équivalent de 2 directions adjointes qui sont promues ensemble comme co-directrices. On n'est pas dans une logique où il y avait une directrice puis une co-directrice qui étaient informellement co-directrices toutes les deux. C'est pas un cas qu'on a vu essentiellement. Enfin, les secteurs, on a 8 organisations dans des secteurs variés. On a un CPE, on a de l'agroalimentaire, on a de la santé mentale. Donc, on a une activité du secteur une organisation du secteur culturel. Donc, c'est vraiment des secteurs variés, une entreprise d'insertion. Et donc, voilà. Je sais pas si j'ai pris les questions là en vrac, là, mais voilà. Ça fait une excellente réponse, donc merci beaucoup. Hein, non, très intéressant. Je pense qu'on aura le temps sans doute encore pour une question. C'est une question. Sinon, juste par rapport à ce travail de recherche, peut-être ça va vous intéresser. Enfin, ça fait quelques années. Alors moi, il y avait une littérature sur la codirection en entrepreneurship ou entrepreneuriat. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est peut-être pas l'économie sociale et solidaire, mais avec un gros focus sur les rôles, un peu comme ce que on a discuté là juste avant. Ça pourrait vous intéresser. Bon, sinon, alors moi, je codirige un laboratoire avec un autre homme, hein, si jamais vous voulez élargir la perspective, je serais heureux de participer à cette étude. Donc, alors sinon, moi, j'aurais peut-être une question, puisque pour l'instant, alors n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat s'il y en a. Alors moi, ma question, c'est pour la dernière présentation. Alors moi, ça n'a pas du tout fait résonance avec ma réalité, Diane Gabriel. Là, je suis vraiment qui sont les 72% qui ont osé dire que c'était très facile? Pourquoi ils veulent nous pourrir la vie à nous, pour qui c'est très difficile? Je veux dire, qui sont ces gens? Alors bon, outre le fait que je conteste ces résultats sur la base de ma petite expérience personnelle, la question que j'aurais de manière plus scientifique, c'est est-ce qu'on a d'autres sondages et est-ce qu'ils vont tous dans la même direction? Et notamment, alors j'ai entendu qu'en Europe, peut-être en France, c'était plus compliqué. Enfin, les gens se déclaraient plus malheureux dans cette situation, mais au Canada, au Québec, je veux dire, il y a quand même. Enfin, j'étais très étonné par ce résultat et les éléments d'explication que vous avez mentionnés, qui étaient vraiment très intéressants sur les activités extrascolaires et tout. Je veux dire, ça me semble quand même relativement marginal par rapport à la charge. Oui, il y a plus de judo, mais d'un autre côté, on travaille à mi-temps pour faire l'école, quoi. Donc, je veux dire. Donc, moi, j'aimerais ça en entendre un petit peu plus. Peut-être ça m'aidera, ça nous aidera s'il y en a d'autres qui sont comme ça aussi, quoi. Ben, écoute, quand même, il y en avait quand même 38% qui trouvaient difficile. Mais c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était quand même paradoxal parce que un peu plus considéraient que c'était plus facile qu'en 2018. Et d'autre part, quand même pas 60% qui disaient très facile, mais 40% qui disaient assez facile et 20% ou en gros, là, les chiffres, 20% à peu près très facile, effectivement. Alors, bon, il faut voir toutes sortes de situations. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont perdu leur emploi. Il y a quand même un certain nombre de femmes qui, en mai, surtout en mai, il y avait des fermetures. Donc, il y a cet aspect-là qui peut expliquer. Mais je pense qu'en tout cas, pour nous, malgré tout, pour le télétravail, quand même, pour certaines personnes, c'est 10, 13, 15 heures de gain de temps dans la semaine. Donc, si on ajoute ça avec 3, 4, 5, 6 heures de taxi pour les enfants, ça finit par faire peut-être une petite vingtaine d'heures. Donc, ça reste effectivement surprenant. Mais bon, toi, je pense que du coup, tu te retrouves dans les 38% qui, quand même… Est-ce qu'il n'y avait pas une case extrêmement difficile? Parce que moi, non, je plaisante. Non, on a quand même des bonnes conditions, mais c'est vrai que…
qui est étonnant aussi, très peu, globalement, parce qu'il y a plein d'autres résultats, là, mais très peu de différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, d'ailleurs, trouvaient généralement un peu plus facile que les femmes, mais bon, ça, c'est compte tenu des investissements différents. Je vais parler à mes congénères, là, c'est pas possible, les gars. Non, mais écoute, je pense qu'on sait tous que si on est dans les mêmes catégories professionnelles, évidemment, les hommes qui s'investissent davantage sont plutôt un peu plus les plus scolarisés. C'est ceux-là qui peuvent aussi faire plus de télétravail. Donc, il y a aussi toute une série d'autres variables dont on peut tenir compte. Mais tout de même, ça nous indique que, et d'ailleurs, la majorité des gens veulent continuer le télétravail. Alors, même quand certains employeurs veulent les ramener au bureau, même si avec le temps, les gens commencent à dire, 2-3 jours semaine serait très bien. Parce que 5 jours semaine, et le télétravail normal, il ne devrait pas y avoir les enfants à la maison. Même si dans les médias grand public, parfois on met ce genre d'image. Le télétravail, c'est une femme avec un bébé sur les genoux face à son ordinateur. Je trouve toujours ça assez étonnant parce que, bon, c'est une forme d'intégration et de conciliation qui me semble assez irréaliste. En tout cas, moi, je ne l'ai pas expérimenté trop avec ma fille, là, que ça fonctionnait quand elle avait 2 ans ou 3 ans, que je pouvais me mettre à l'ordi et tout. Mais donc, c'est ça. C'est effectivement une situation paradoxale qu'un certain nombre de personnes aient dit plus facile, mais je pense que ça s'explique par ces éléments-là. Et d'autre part, c'est vrai qu'en France, il y a plus une perception négative, mais je pense aussi parce qu'il y a peut-être un plus grand attachement, mais là, je dirais 2 choses. D'une part, un attachement des individus, la machine à café, le collectif, etc. Par contre, en même temps, tout le présentéisme aussi. Donc, le tout tourne tellement, on dirait que même certains collègues, le fait d'être à la maison, ils se sentent obligés d'envoyer plein de courriels à leurs supérieurs ou à leurs collègues pour démontrer qu'ils sont au travail. Donc, c'est une espèce de syndrome de peut-être que mon employeur va penser que je ne travaille pas. Donc, du coup, ils le vivent plus négativement. Mais clairement, il y a une vision un peu plus négative là. Mais Québec, Canada faisait déjà un peu plus de télétravail que nous au Québec. Normalement, nous, on est un petit peu entre les deux. Mais là, dans ce cas-ci, il reste que c'est vrai que les taux de satisfaction sont de l'ordre de 70%, même si les gens aimeraient bien retourner un peu au bureau. Mais ceux qui veulent le plus retourner, ce sont les cadres, qui, eux, veulent avoir les gens autour d'eux. Merci beaucoup. En tout cas, une étude très intéressante. Alors, je parle, il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être lire les questions parce que je vois que, donc, je pense que c'est Valérie. J'ai juste les initiales CJU, donc ça doit être Chantal, voilà, je pense. Je vais les lire, puis si on peut essayer de très rapidement répondre et ensuite on conclura là-dessus. Donc, Valérie disait, est-ce qu'on sait si les parents étaient conjointement au télétravail en mai pour certaines régions? Il y avait de l'école, on peut distinguer selon les régions. Ah oui, c'est vrai, toutes les régions n'ont pas suivi ont pas eu le même régime en fait. Tout à fait. Et la question de Chantal était, est-ce qu'il y a des différences marquées entre les hommes et les femmes, si j'ai bien compris? En fait, c'était pas. Ah, pardon. Luc, excusez-moi. C'était plus un commentaire, Luc, pour dire que parce que c'était dans la discussion des hommes et des femmes puis des rôles, okay. Puis c'était simplement l'application dans le milieu scientifique. Des femmes ont vraiment diminué par rapport aux hommes durant la pandémie. D'accord, merci. Ouais. Okay. Oui. Et la première, c'était quoi là? Du coup, ça m'a sorti de l'idée. En fait, c'est dans le chat. Ouais. Hein. Mais moi, je ne suis pas dans le chat. Je vais laisser Valérie le faire, en fait, il n'y a pas raison. Donc, Diane Gabriel, je demandais, est-ce que les parents, est-ce qu'on sait si les parents étaient conjointement en télétravail? Parce que pour plusieurs, je pense que le fait d'être conjointement en télétravail fait qu'on partage plus clairement la charge mentale tout d'un coup parce qu'on est tous les deux dans la... donc, il y a ça. Est-ce qu'on distingue ça? Et est-ce qu'on distingue selon les régions? Parce que moi, j'ai des amis qui étaient... moi, je viens du bas du fleuve. Les écoles ont continué rapidement en mai. Ça a repris. C'était complètement différent de nous à Montréal où on n'a pas eu d'école de mars à septembre, donc on ne l'a pas vécu de la même façon. Est-ce qu'il y a des distinctions régionales? Alors là, moi, je suis allée sur les chiffres globaux, mais oui, il y a des données différentes selon les régions. Par contre, globalement, les données, même par catégorie socio-professionnelle, ça, on était un peu surpris. Il n'y avait pas de différence. Par contre, comme tu le dis, je pense qu'on peut penser que lorsque les conjointes sont professionnels ou enseignants ou cadres, les données de Statistique Canada nous permettent de savoir que c'est plutôt ces groupes-là qui sont en télétravail. Et quand il y a une certaine homogamie dans les couples, effectivement, ces 2 personnes peuvent se retrouver à domicile. Alors qu'à l'inverse,
Ben là, après, on a toutes sortes de situations. Des femmes qui ont perdu leur emploi dans l'hôtellerie, la restauration et autres. Des hommes qui, au contraire, sont obligés, comme les femmes d'ailleurs dans le secteur de la santé, d'être au travail. Donc, il y a une série de nuances, mais globalement, les catégories professionnelles n'amenaient pas une si grande différence. Là où il y avait une grosse différence selon les catégories professionnelles, c'est que certaines peuvent faire du télétravail et à l'inverse, d'autres, les personnes ont carrément été licenciées. Évidemment, bon, on pense hôtellerie, restauration, commerce de détail non essentiel. Donc, effectivement, on a un certain nombre d'éléments là, plus fins. La présence d'enfants était une variable déterminante. Ça aussi, ça confirme des recherches antérieures. Le nombre d'enfants, et plus ils sont jeunes, plus c'est difficile. Alors que là, c'est vrai que là aussi, peut-être une réponse aussi à Luc, je sais pas quel âge ont les enfants, mais oui, plus les enfants sont plus âgés, dans la mesure où ils n'ont pas de problèmes autres, de handicap ou de difficultés d'apprentissage, ben, lorsqu'ils grandissent, normalement, c'est plus facile. Et ça, on retrouvait ça effectivement dans cette recherche-là qui confirmait ce qu'on retrouve un peu dans d'autres recherches, effectivement. C'est plein de bon sens, en effet. Oh, non, ça... Oui, il y a plein de détails, là. Mais... non, mais c'est très intéressant, puis je lirai quand la publication va sortir avec beaucoup d'intérêt. Donc merci beaucoup.